Bonsoir et bienvenue à cette troisième séance de cette deuxième année de notre cycle Crise civilisationnelle contemporaine. Si vous me permettez, avant que nous démarrions, je voudrais vous donner une petite citation en forme d'aphorisme sur notre temps que nous devons à Kafka. Les chaînes de l'humanité torturée sont en papier de ministère. Je vous laisse l'apprécier. Je voudrais remercier aussi Ariel Danan et puis Jean-Pierre Riom, sans lesquels toutes nos séances n'arriveraient pas à se tenir. Et nous allons la commencer. Dans l'épistémologie naturaliste des mondes bâtis par le judaïsme, il est distingué 4 niveaux de leur concrétion. Le minéral, le germinal, le vivant et le vivant parlant. Le Rai Medaber, comme on dit en hébreu, qui est le vis-à-vis et l'équivalent épistémologique du Zun Phonanta, l'animal parlant aristotélicien. Là où l'humain se distingue de l'ensemble du vivant. Non pas par les émotions et les sentiments, les rituels et les intrigues de séduction ou les manières d'accouplement qu'il partage avec d'autres espèces et qui font les délices frissonnants des antispécistes, mais sur l'aptitude au langage fait de métaphores et de métonymie. Car si la vie avance au milieu d'un incessant réseau de signaux de besoins, de défense, etc., qu'on peut même, paraît-il, observer chez des plantes, qui font code, aussi sophistiqués puissent-ils être pour certaines espèces animales, en revanche, le langage et l'homme sont corrélés. Comme le pointe George Steiner en rappelle, l'humanité de l'homme, son identité humaine, telle qu'il peut se la déclarer et la déclarer aux autres, est une fonction de la langue. Je cite, extraterritorialité. Ou bien, comme le résume élégamment Franz Rosenzweig dans L'Étoile de la Rédemption, la langue est véritablement le cadeau de noces que le Créateur offre à l'humanité à l'aube de celle-ci, mais elle est également la propriété de tous les fils de l'homme. Chacun y participe à la façon qui lui est propre et enfin, c'est le sceau de l'humanité dans l'homme. George Steiner ajoute, c'est aussi notre fenêtre sur la vie. Il faudrait même dire qu'elle est plus que ça. Le langage, comme ordre propre de l'humain, s'inscrit dans le réel et le transforme. Le langage est un opérateur qui métamorphose le réel. Et la métaphore, à quoi se rapportent toutes ces figures, à travers tous ces tropes, allume la singularité humaine. Pour son meilleur ou pour son pire, pour dire le vrai ou insinuer le faux, pour éveiller la raison ou pour manipuler les passions, la tradition hébraïque, puis du monothéisme générique, en a fait ses séquences séminales, liminaires. La création est un fait de nomination. La capacité de nommer est le chemin d'extraction du magma et de la confusion. Et le premier acte humain que son créateur confie à l'homme consiste à donner un nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Les maîtres anciens ne s'y sont pas trompés. Il y va de la connaissance, de la raison, mais il y va aussi de la justice, les 2 piliers de l'élévation dans le monde de l'esprit. Sagesse des anciens, qui demeuraient moins loin de l'existence humaine que nos tenanciers de savoir mainstream contemporains, que nos marchands d'orviétan communicationnels. Athènes ne le manqua pas. La perversion de la cité commence par la fraude des mots, pointait Platon. Quant à Socrate, dans le Phédon, il posait qu'une expression vicieuse ne détonne pas uniquement par rapport à cela même qu'elle l'exprime, mais cause encore du mal dans les âmes. Jérusalem ne l'a pas loupé. Dans Avot, dans le traité des pères de la Mishnah, la parole est l'énergie vitale de l'homme dans ce monde. Ou dans les proverbes, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Walter Benjamin avait eu un pressentiment dès 1916 dans un essai sur le langage en général et sur le langage de l'homme en particulier. Que communique le langage? Il communique l'essence spirituelle qui lui correspond. Il est fondamental de savoir que cette connaissance se communique dans le langage et non par lui.
À quoi José Ortega y Gasset, dans La révolte des masses, faisait écho: le langage qui ne nous sert pas à dire suffisamment ce que chacun de nous voudrait dire révèle par contre et à grands cris, sans que nous le voulions, la condition la plus secrète de la société qui le parle. Quid alors de nos sociétés contemporaines, masse médiatiques, paresseuses et infantiles qui sombrent dans la jactance et la communication, l'anomie lexicale et les fake news en effondrement éthique, cognitif, psychique. Au déroulé de notre cycle, les enjeux de langage, la maltraitance dont il fait l'objet a occupé l'attention des intervenants plus ou moins centralement, mais jamais absent. Aujourd'hui, nous rejoint un homme qui en a fait son savoir, son engagement, et fait notre très grande considération reconnaissante, qui consacre sa vie d'universitaire, de chercheur, d'éducateur et de citoyen au lien indissoluble du langage et de l'humanité possible de l'homme. On pourrait dire que là où il va sonder, dans les linéaments du devenir vivant ou morbide du petit homme, rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Alain Bentolila est professeur de linguistique à l'Université Paris-Descartes. Il préside le Centre international de formation et d'outils à destination des maîtres. Il a d'abord travaillé sur des langues dites exotiques et est ainsi l'auteur du dictionnaire du créole d'Haïti. Puis, il s'est concentré sur les questions liées à l'illettrisme, notamment chez les jeunes adultes, à l'apprentissage de la lecture et du langage chez l'enfant. Il a été de 1998 à 2006 directeur scientifique du projet national MEDER-SATCOM, qui a créé dans toutes les régions du Maroc plus d'1 millier d'écoles rurales dotées d'un dispositif éducatif adapté aux besoins du monde rural et périurbain marocain. Il fut, entre autres responsabilités au carrefour du travail du chercheur et de l'engagement citoyen, conseiller scientifique de l'Observatoire national de la lecture de 1997 à 2008. Il est encore le fondateur et président des Controverses Descartes. Il est docteur honoris causa de l'Université catholique de Paris. Il a obtenu le Grand Prix de l'Académie française pour son livre de l'illettrisme en général et de l'école en particulier en 1997. Et en 2007, il reçoit le prix Essai de France Télévisions pour un livre absolument formidable, Le Verbe contre la barbarie, chez Odile Jacob. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés à l'enseignement, à l'école, ouvrages d'alerte éthique qui prennent à rebrousse-poil le pédagogisme des délatériens, je viens d'inventer le mot, et quelquefois de cris de colère réjouissantes, comme son Comment sommes-nous devenus si cons, chez First Edition, un livre ami qui justifie et explique qu'il soit là avec nous aujourd'hui, ce dont je l'en remercie. Alain Bentolila, à toi. Merci Gérard, merci beaucoup d'abord de cette très belle introduction, et de ces citations si bien choisies, et puis de la justesse de ta présentation. Je n'aurais rien à ajouter. Il est vrai que j'ai toujours placé le langage au centre même de l'humanisme, et que de la sauvegarde de langues rares comme le quichua des hauts plateaux d'Équateur, le créole des confins d'Haïti et un certain nombre de langues africaines, jusqu'à le combat pour une meilleure égalité des chances à travers le travail sur l'illettrisme. La langue a toujours été ce qui me préoccupait le plus. Et cette perspective qui est de vous dire ce soir un certain nombre de choses que j'ai conquis à travers mes recherches, à travers mes expérimentations sur le langage. Cette perspective me réjouit. Ce soir, je vais essayer de répondre à une interrogation que je sais fondamentale chez la plupart d'entre vous, et qui est
de savoir un certain nombre de choses sur le langage, des choses que vous n'avez jamais osé demander et que moi je vais essayer de vous expliquer. Évidemment, la tâche est impossible. En 1 heure et quart, je ne vous dirai qu'un certain nombre de choses, mais j'ai établi des priorités et vous verrez que ces priorités ne sont pas sans intérêt, qu'elles ont une certaine cohérence. La première question à laquelle je voudrais répondre, elle est en droite ligne de ce que Gérard nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, est-ce que le langage est un instrument de communication parmi d'autres? Parmi d'autres, et notamment parmi les instruments de communication des autres espèces. Est-ce que finalement, il n'y a pas lieu de faire du langage quelque chose de très particulier? Et finalement, si les animaux ne parlent pas comme nous, si les grands singes bonobos ne parlent pas comme nous, c'est tout simplement parce que la position de la larynx ne leur permet pas d'articuler aussi bien que nous. Hein. Et que d'autre part, leur situation, leur organisation sociale ne nécessite pas que leur langage ait des ambitions relativement importantes. Toutes ces dernières années, nous avons vu passer un très grand nombre de recherches fort bien faites, et notamment dans les universités américaines et les universités canadiennes, qui nous disaient finalement que bon, les animaux parlaient et qu'ils étaient capables des mêmes prouesses sémiologiques que l'homme. Certes, il n'y avait pas parmi eux des besoins particuliers qui nécessitaient tel ou tel élément, mais finalement, les animaux étaient tout à fait capables de parole et le syntagme langage animal est un syntagme qui a fait florès et qui est aujourd'hui politiquement très correct. Très correct. Au risque de choquer, je vous dirai d'emblée que je suis en désaccord total avec cette perspective. Je pense que le langage animal est une association qui est une association à la fois erronée et qui témoigne d'une ignorance totale de ce qu'est le langage humain. Et donc, quand nous regardons, et j'ai examiné de façon très précise l'ensemble des recherches de ces 15 dernières années venues des laboratoires américains, notamment sur, d'une part, les grands singes, les abeilles et les dauphins, je réponds à la question de la spécificité du langage en disant oui, de façon absolument irréversible et sans conteste, le langage humain a une spécificité et marque la distinction même de l'espèce humaine. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments sur lesquels s'appuie cette affirmation. La première chose, peut-être, ce serait de dire que le langage, c'est ce qui a fait de l'homme un créateur et non pas simplement une créature. Entre ces deux éléments, créateur-créature, c'est le langage qui donne à l'homme sa capacité formidable de création. On vous direz, oui, mais qu'est-ce qui crée ce langage finalement? Ce langage, il crée, et c'est ce qui fait sa spécificité, une de ses spécificités, comme peut-être la plus importante, il a cette capacité de créer, de suggérer un monde que nos yeux n'ont jamais vu, ne verront jamais et ne voient pas. C'est-à-dire que le langage établit une distinction très forte
entre ce qui est de l'ordre du perçu et ce qui est de l'ordre du pensée. Le langage porte la pensée et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Si le langage se contentait de dire le monde de façon fidèle, alors la plupart des langues du monde auraient un lexique en tout point comparable, ou du moins qu'il ne se différencierait que par le fait que certains éléments existent dans les territoires où vivent les chaque communauté linguistique, ou bien que tel ou tel système exclut un certain nombre de concepts ici ou là. Mais finalement, les lexiques seraient très peu différents les uns des autres. Or, quand on compare les lexiques des langues, on se rend compte que chaque fois que l'homme fait un choix lexical, il le fait de façon singulière, c'est-à-dire qu'il le fait pour s'emparer d'un pouvoir qui lui permet à la fois d'avoir une influence sur les autres et d'avoir une influence sur le monde. Changer le monde, changer les autres, c'est la fonction même du langage. Prenez par exemple, si vous voulez, la question de l'arc-en-ciel. Vous dites l'arc-en-ciel, ben, oui, bien sûr, l'arc-en-ciel, c'est un universel. Tout le monde voit un arc-en-ciel, et quand chacun voit un arc-en-ciel, il voit la même chose. Exact, il voit la même chose. Pour autant, alors que nous avons 7 mots pour dire les couleurs de l'arc-en-ciel, une langue comme le Bassa de Nouvelle-Guinée, une grande langue africaine, n'en a que 2, qui découpe le spectre des couleurs de l'arc-en-ciel en 2. Une autre langue, le oui, est une langue qui va nous proposer 4 mots pour dire l'arc-en-ciel. Et si vous voulez, cette question-là, cette question du lexique montre en fait que nommer le monde, et tu l'as dit tout à l'heure avec beaucoup de justesse, nommer le monde, c'est imposer au monde sa pensée, son intelligence. Et chaque communauté créant sa langue a fondé son lexique sur cette idée de vouloir prendre du pouvoir sur le monde. Et donc, nommer le monde, c'est effectivement le sortir du chaos, mais pas de façon unanime, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas fait les mêmes choix. Chacun a fait ses choix, mais tous ont été portés vers cette idée du pouvoir que l'on peut avoir sur le monde. Un autre exemple qui est suivant. Moi, chaque fois que je commence mon année universitaire, enfin, quand j'avais la joie de commencer une année universitaire, j'ai un cours qui s'appelle Syntaxe et sens, que je fais dans l'amphi Richelieu de la Sorbonne. Et j'ai pris l'habitude, comme une espèce de rituel, de dire à mes étudiants quand j'arrive, vous savez, en venant ici tout à l'heure, j'ai vu un chou qui a mangé une chèvre. Vous imaginez le premier cours. Hein. Il me regarde avec un air extrêmement étonné, un peu perplexe, voire inquiet. Et je laisse passer quelque temps, je leur dis, oui, vous savez, même si ça vous étonne, je vous ai fait mettre en place une représentation qui va contre tout le conformisme du monde, mais je vous ai obligé à faire de chou un agent et de faire de chèvre un patient. Et si je l'ai fait, c'est parce que la langue me donne ce pouvoir. La langue n'est pas faite pour dire le monde tel qu'on le voit.
On pourrait plutôt dire d'ailleurs que la langue, c'est ce qui brise les chaînes de l'évidence. Les chaînes de l'évidence, c'est ce qui nous relie au perçu, au vu, c'est-à-dire tout ce qu'on a en termes d'immédiateté de perception. La langue, c'est le pas de recul. La langue, c'est le pas qui permet non de faire en sorte que la pensée prenne le pas, c'est le cas de le dire, sur l'évidence. Et donc, cette idée, si vous voulez, de ces règles syntaxiques qui nous donnent le pouvoir d'aller en avant, c'est-à-dire de privilégier le pensé sur le perçu, est quelque chose qui est absolument essentiel et qui fonde, qui montre, si vous voulez, que le langage est un instrument proprement humain et qui distingue l'homme de tout le reste. Deux perspectives ouvertes par cette idée de la création par le langage. La première, c'est la science, la deuxième, c'est la poésie. Pour la science, je prendrai l'exemple de Galilée. Galilée, devant ses juges. Vous savez, Galilée, devant ses juges, prononce cette phrase, j'espère qu'elle nous a été rapportée de façon aussi fidèle que possible, mais la plupart des rapports que nous avons aujourd'hui nous disent que Galilée a dit « et pourtant, la Terre tourne autour du Soleil ». Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi il disait « et pourtant ». Pourquoi il disait « pourtant ». Il aurait pu dire bah, « je vous dis, je vous affirme que la langue… » Non, on lui dit « et pourtant, la Terre tourne autour du Soleil ». Et quand on se pose cette question de la concession, qui est pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que quand Galilée lui-même, en dehors de la salle, lève les yeux au ciel par un temps ensoleillé, qu'il y reste suffisamment de temps, il verra et il a vu. Il voit, il a vu, il verra le soleil qui se lève à l'est, qui monte dans le ciel, qui culmine, qui descend et se couche. En gros, Galilée, il voit le soleil qui bouge alors que lui reste immobile. Ce qui veut bien dire ce que je disais tout à l'heure, s'il se fie à l'évidence au sens étymologique du terme, Galilée aurait dû dire le soleil tourne autour de la Terre. Moi, je ne bouge pas, le soleil bouge. Il dit le contraire et ça explique le « et pourtant ». Et pourtant, ça veut dire « et pourtant, malgré ce que mes yeux me montrent, mon intelligence me permet de vous dire que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil. » Premier point. Deuxième point, la langue lui permet d'aller contre l'évidence. La langue lui permet d'aller contre l'évidence. Comme moi, tout à l'heure, elle m'a permis de faire manger la chèvre par le chou, la langue lui permet de dire que la Terre tourne autour du Soleil parce que la langue possède une règle extrêmement précise de grammaire qui dit que si un nom se trouve devant un verbe, ce nom est l'agent du processus que porte le verbe. Et ça n'est pas négociable. Certes, ça ne veut pas dire que en faisant passer cette pensée claire aussi précisément qu'il le désirait, il a convaincu ses juges. Non, ils le mettent en prison. Mais ça, c'est sa plus belle victoire. S'ils le mettent en prison, c'est qu'il a été compris comme il voulait le comprendre, comme il voulait être compris, pardon. Il voulait être compris comme cela, il a été compris comme cela grâce au génie de la grammaire. Et donc,
on voit bien, si vous voulez, comment la langue, par ses règles mêmes, que l'on dénonce tellement avec tellement d'injustice et tellement de bêtises, la langue, par ses règles mêmes, est un outil de création. La langue, par ses règles mêmes, permet d'aller contre le conformisme, d'aller contre les habitudes, d'aller contre l'évidence, pour dire les choses encore une fois. Et donc, si vous voulez, cette question-là est une question absolument essentielle. La langue est par définition un instrument de création. Vous me direz, oui, mais on passe son temps à dire des banalités. Oui, c'est vrai. Mais la langue n'est pas faite pour ça. Si on dit des banalités, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'ambition. Si on est suiviste, si on répète des éléments de langage, ça n'est pas la langue qui nous fait répéter. Au contraire, la langue vous dit, je te donne toute la liberté d'imagination, de création, de sacrilège, Je te donne moi, langue, je te donne la capacité de sacrilège, de blasphémation, de blasphème. Tu peux blasphémer parce que la langue te donne la possibilité de blasphémer. Tu vas contre le dogme parce que la langue te permet d'aller contre le dogme. Et ça n'est pas parce que rares sont ceux qui osent que pour autant, la langue n'est pas faite pour ça. Je crois très, très fondamentalement que la langue est faite pour dire l'inattendu, l'étrange, l'étranger. Et la poésie est peut-être au moins autant que la science la meilleure preuve. Quand Éluard vous dit « la terre est bleue comme une orange », il ne vous dit pas ce qu'il a vu. Évidemment, non. Évidemment, il ne vous dit pas ce qu'il a vu. Il vous dit même ce qu'il ne verra jamais, ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'il ne voit pas. Mais vous recevez cette incitation, cette invitation à la représentation singulière parce qu'il y a des adjectifs qualificatifs qui marquent bien que bleu va avec terre, qu'il y a là un complément de comparaison qui est mis en place par la conjonction comme, et que tout cela fait que, une fois ces informations données, la représentation ira dans le sens étrange, bizarre, incongru que voulait Éluard. Et si vous voulez, on pourrait se dire, mais au contraire, monsieur, la poésie, c'est ce qui va contre les règles. Et on a souvent pensé que la poésie allait contre. Non, la poésie se sert des règles. Les plus belles, les plus beaux poèmes, les plus inattendus, les plus extraordinaires n'existent que parce que les règles leur permettent d'exister. Et donc, vous voyez, cette première question qui est, est-ce que finalement la langue, c'est un instrument de communication, bon, oui, bien sûr, qui dit plus de choses que le langage des abeilles ou la communication des grands singes bonobos. Ils vont dire, ah, mais vous vous rendez compte, il y a des grands singes bonobos qui arrivent à plus de 300, 350 symboles et qui peuvent reconnaître un objet qu'on leur tend en pointant. Oui, bien sûr, mais ça, c'est du dressage. C'est de la mise en condition. Ça n'a rien à voir avec cette capacité. Comment vous dire? Je dirais que la langue, ça nous permet l'espoir de l'inédit. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est que la langue, c'est le seul instrument de communication qui nous permet de caresser l'espoir de l'inédit, c'est-à-dire de dire ce que personne encore avant moi n'a dit. Et c'est ça qui porte la langue. Tout poète rêve de l'inédit. Tout poète espère que ceux qui... Mais même moi, quand je parle aujourd'hui,
là, devant vous, et j'ai l'espoir chevillé au corps que ce que je dis là, personne ne l'a jamais dit, que vous ne l'avez jamais entendu. Et c'est ça qui me réjouit. Je me dis, ah, si, parce que si je n'étais pas là, vous ne l'auriez pas entendu. Et vous voyez, c'est aussi ça la vraie question du langage, c'est que le langage vous donne cette perspective formidable d'imaginer d'abord que vous servez à quelque chose, et puis que sans vous, le monde serait autrement, et que quand vous ne serez plus, alors il restera encore quelque chose. Vous voyez, c'est cette question-là qui me paraît être extrêmement importante. Et puis, puisqu'on est dans cette perspective-là, et en bouleversant un peu ce que j'avais prévu, je me dis que finalement, le langage écrit, c'est-à-dire l'écriture, est aussi un élément qui distingue le langage. Vous me direz, oui, bien sûr, mais enfin, vous savez, et je suis le premier à l'avoir expérimenté, il est des langues qui n'ont pas d'écriture, il y a des langues de tradition orale, et des langues magnifiques de tradition orale, qui portent aussi la mémoire et la culture des peuples. Mais je dirais, si vous voulez, que chaque fois qu'on a laissé, alors je m'avance beaucoup, mais après tout, on est là pour ça ce soir, chaque fois qu'on allait laisser le temps à une langue, elle a été vers l'écriture. Chaque fois qu'une langue a pris le temps de prendre de l'ampleur, a pris le temps de s'élever, elle a été vers l'écriture. Quelque écriture que ce soit des idéogrammes du chinois ou du japonais, que ce soit les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte, ou que ce soit les systèmes alphabétiques qui aujourd'hui sont les systèmes qui sont les plus utilisés dans le monde. Et on voit très bien, si vous voulez, que dans l'évolution des écritures, toutes les écritures ont petit à petit été vers les systèmes alphabétiques parce que c'est les plus simples, c'est les plus rapides, c'est ce qu'on apprend le plus rapidement, c'est ce qu'on utilise le plus facilement. Apprendre le chinois mandarin en idéogramme strict, c'est 9 ans de travail. Nous, allez, en 1 an et demi, nos petits apprennent à lire et à écrire de façon relativement convenable. Hein. C'est toute la différence. Un idéogramme n'a aucune relation avec la langue orale. Et par conséquent, quand vous rentrez dans l'écrit en chinois, vous rentrez dans une langue étrangère à la langue que vous parlez. Quand vous rentrez dans l'écrit en français, vous rentrez dans une langue qui surcode la langue orale. Et donc, vous voyez, cette question-là de l'écriture est extrêmement importante et je voudrais continuer dans cette voie en vous disant la chose suivante. L'écriture, c'est 3500 ans, à peu près, entre 3000 et 3500. Très récent. Alors que la langue s'est développée sur des milliers, des centaines de milliers d'années. La construction du langage a été une construction qui est extrêmement longue et on a des traces encore, pas enregistrées bien sûr, mais on a encore des traces qui nous permettent de bien montrer que le langage oral a précédé de très loin la création de l'écriture. Et certains, 3500, on voit, si vous voulez, que l'écriture, dans ses premières perspectives, a servi à compter les objets ou les ovins, et que finalement, on se dit, mais l'écriture, ça n'est rien d'autre finalement que la trace
toute simple de ce que la langue orale, verba volant scriptam manent. Non, l'écriture, c'est bien autre chose. L'écriture, c'est quelque chose de très, très particulier et elle montre bien combien le langage est le propre de l'homme. L'écriture répond à une question essentielle, qui est elle aussi la question au cœur même de l'humanité. C'est que nous sommes parmi les vivants, je montrais tout à l'heure les vivants parlants et les vivants, nous sommes parmi les vivants la seule espèce qui ait conscience d'être, et conscience d'être de façon singulière, et en même temps qui est certaine de devoir un jour n'être plus. Cet écartèlement douloureux est un écartèlement qui ouvre, qui appelle, qui invite à la spiritualité. C'est cet écartèlement qui nous donne ce sentiment terrible d'absurdité qui nous porte à l'élévation spirituelle. Et j'écrivais dans un article un jour que, en fait, c'est parce que l'intelligence collective, à un moment donné, a osé regarder la mort en face, qu'elle a créé l'écriture. Pourquoi? Parce que écrire, c'est faire cet acte d'espoir extraordinaire qui est d'envoyer vers quelqu'un qu'on ne connaît pas une part de son esprit que l'on espère aller durer au-delà de sa propre mort. Et chaque fois qu'on écrit, quoi qu'on écrive, des chefs-d'œuvre ou des choses moins formidables, quoi qu'on écrive, on l'écrit avec cet espoir de laisser pour quelqu'un qu'on ne connaît pas une part de son esprit, et on marque ici cette idée que l'esprit a une supériorité absolument formidable et qu'effectivement, l'écriture nous aide à supporter cette absurdité qui est l'absurdité de devoir un jour n'être plus, d'accepter qu'un jour nous ne serons plus. Et donc, si vous voulez, cette question-là, et les civilisations orales avaient des systèmes qui étaient des systèmes qui n'empruntaient pas la voie de l'écriture, mais des systèmes répétitifs qui étaient des systèmes tels que un certain nombre, la mémoire collective était nourrie de ce que chacun apportait. Et il y avait des rituels, il y avait des rituels de passation de légendes qui faisaient que de génération en génération, sans écriture, on avait quand même cette volonté de passer ce que nous pensions à d'autres. Et donc, cette idée, si vous voulez, de l'écriture comme étant ce que Jean Steiner m'a dit un jour, j'espère que je vais me souvenir de la citation, il m'a dit finalement, écrire, c'est envoyer un appel désespéré à un lecteur inconnu. Et cette phrase-là m'a toujours poursuivi. C'est vrai, si vous voulez, que et à cet appel désespéré, fondamentalement, on se doit de répondre. On se doit de répondre. Et c'est ce qui fonde la définition même de la lecture. La définition même de la lecture, c'est de faire du sens en ayant toujours conscience qu'on le fait avec les mots d'un autre. La lecture, ça n'est pas simplement, ça n'est ni
exercer sa toute-puissance d'imagination en envoyant aux oubliettes le texte de l'auteur, et ça n'aime pas non plus être un zélateur servile qui ne met pas du sien dans un texte. Et c'est parce que, si vous voulez, on sait que l'on répond à l'espoir désespéré de quelqu'un que lorsqu'on lit, on lui rend hommage en lui disant « je te prends en moi, je te comprends, je te prends en moi, donc je vais t'interpréter de façon singulière, mais je respecterai au plus juste les mots et les structures que tu as voulu m'envoyer. » C'est cette question, vous voyez bien combien on est à des années-lumière de tous les instruments de communication que les dauphins, les abeilles, les singes peuvent nous proposer. Je n'ai rien contre eux, bien sûr, mais chacun a sa place, chacun a ses ambitions, chacun a sa conscience. Et par conséquent, je refuse que l'on confonde tout. C'est parce que j'ai pour le langage la plus grande admiration que je refuse qu'on le mette au niveau de tous les instruments de communication que l'on peut imaginer. Autre élément peut-être qui me paraît intéressant, c'est que le langage, on me disait tout à l'heure, et tu l'as dit aussi dans ton introduction, Gérard, c'est le pire et le meilleur. Le langage, c'est le pire et le meilleur. Le langage sert avec autant de zèle, autant de fidélité, l'usurpateur et le juste. Rappelez-vous la fable d'Ésope sur les langues. Je ne vous la raconte pas, on n'a pas le temps, mais elle est formidable. Elle est formidable. On voit bien, si vous voulez, que la langue peut porter le pire et le meilleur. Elle n'est pas faite. Tu m'interrogeais tout à l'heure en me disant, est-ce que le français porte, en gros, porte les lumières? Non, le français ne porte pas les lumières. Ça, je veux dire, il n'était pas destiné, en tant que langue particulière, à porter les lumières. Sauf qu'il a eu la chance que Voltaire parle français, que Diderot parle français. Et évidemment, parce qu'il parlait français, le français s'est nourri d'eux. Et nous apparaît aujourd'hui comme une langue portant les lumières. Mais elle n'était pas destinée à porter les lumières parce que française. Ce n'est pas la langue française, parce qu'elle est langue française, qu'elle porte les lumières. Et on ne va pas se rengorger, on ne devrait pas se rengorger dans la francophonie de cette idée baroque que c'est le français qui a porté un certain nombre de pensées parce qu'il était destiné à ça. Pas du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette langue, française ou pas française, le langage peut servir l'usurpateur comme le juste. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en rédigeant mon prochain livre et qui est le suivant. J'étais en train de chercher un certain nombre de lois physiques qui permettaient de montrer comment le langage dépassait le hic et le nunc pour s'ouvrir à l'infini du vrai. Et donc, je relisais le principe d'Archimède. Donc, je relisais ce principe et je disais tout corps plongé dans l'eau produit, etc., etc. Et puis, dans un autre chapitre, un peu plus tard, je traitais d'un certain nombre de textes qui étaient des textes de manipulation, de délation, etc. Et j'avais le facsimilé d'un journal qui s'appelle « Je suis partout » et qui est daté de 1945. Et tombe sous mes yeux la phrase suivante, que je vous donne de mémoire, qui disait la chose suivante.
tout juif, demi-juif, quart de juif, impose à notre pays une pression telle que, etc., etc. Et les deux phrases, enfin, les deux éléments, les deux articles se sont rapprochés. Et en linguiste, j'ai bien vu, si vous voulez, que les mêmes forces étaient à l'œuvre dans l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'était les forces de la généralité, les forces de la vérité, usurpées ou pas, peu importe. Les mots étaient les mêmes, les mots étaient exactement les mêmes. Je soupçonne d'ailleurs que l'article de Je suis partout avait emprunté la même syntaxe, la même rhétorique au principe d'Archimède. Et je me suis dit, finalement, voilà, c'est cette langue que je chéris tant qui est capable de dire ce qui est vrai hier, aujourd'hui, demain, vrai toujours, vrai ici et vrai ailleurs, vrai parce que démontré, vrai parce que expérimenté, et qui peut dire aussi, dans un tout autre contexte, dans une toute autre perspective, voilà ce que je dis vrai, alors que, évidemment, il s'agit d'une allégation sans fond, évidemment intolérable, mais c'est cette langue qui porte l'un et l'autre. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, si vous voulez, que contrairement à tous les autres instruments de communication, la langue exige de celui qui la parle une responsabilité éthique. L'éthique fait partie intégrante du langage parce que le langage nous donne la liberté du pire et du meilleur. Et si je vais un peu plus loin, la langue exige que quand je passe à mes enfants le langage, je ne leur passe pas simplement des normes et des règles, que je leur passe des principes d'utilisation éthique. Et là aussi, le plus grand singe bonobo n'a absolument pas ce genre de souci, et on le comprend bien. Seul le langage de l'homme impose, quand on l'utilise, une responsabilité éthique, et quand on le passe, quand on le transmet, une exigence de veille en termes de la façon dont on va l'utiliser. C'est évidemment quelque chose d'absolument important. Encore un point qui est, me semble-t-il, important, c'est la question de l'inné. Est-ce que le langage est inné? Platon, Descartes, Chomsky, grand linguiste américain, ont de toute évidence, et avec la plus grande force, marqué, dit, affirmé que le langage était présent avant même la naissance d'un enfant. Il s'appuyait là-dessus avec quasiment les mêmes termes, ce qui est tout à fait intéressant, sauf que Descartes, croyant en Dieu, pensait que cet innéisme était un don de Dieu, alors que Chomsky, qui était plutôt un gauchiste invétéré, pensait qu'il s'agissait de la programmation des structures profondes dans le cerveau d'un enfant qui se réveillait au fur et à mesure qu'il était confronté à la langue des adultes. Peu importe, mais finalement, il disait la chose suivante, qui est d'ailleurs, qu'on doit prendre en considération. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, un petit enfant, avec si peu
de corpus, c'est-à-dire avec si peu de langue donnée, soit capable de découvrir les principes universaux du langage et de les faire siens. Et c'est à partir de là, si vous voulez, qu'ils disent c'est pas possible, ça ne peut pas être une question de découverte et de conquête, c'est parce que ces structures profondes donnent au petit homme, parce qu'il est petit d'homme, cette capacité effective d'aller vers le langage, parce qu'il possède avant toute chose les structures universelles du langage. Bon. À partir de ce moment-là, effectivement, deux voies. La première, c'est l'innéisme, que je réfute absolument. Et je vais vous donner juste un exemple un peu rapide, mais on est condamné à cela. Un enfant vous dit 2 ans et demi, il vous dit nous allerons demain à la piscine. Personne, il faut l'espérer, ne lui a jamais dit que cette forme-là, c'est-à-dire alleront. Personne. Tout seul. Il a entendu chante, chanteront, il a entendu marche, marcheront, et il en a déduit, donc, aller, alleront. C'est-à-dire que l'enfant a appris, a compris quelles étaient les réalités du langage, et que, en comprenant les réalités du langage, il avait établi un système qui lui permettait effectivement d'utiliser ces régularités. Justement, je vous disais justement que la langue est faite pour la distance et pour la différence. Et j'avais, je crois, dit la phrase suivante, la langue n'est pas faite pour parler à ceux qui me ressemblent, elle n'est pas faite pour parler à ceux qui ont les mêmes croyances que moi, elle n'est pas faite pour parler à ceux qui ont les mêmes convictions et les mêmes idéologies que moi-même, elle est faite pour parler à ceux qui ne me ressemblent pas. Et je vous disais, si j'osais, je vous dirais bien que la langue est faite pour parler à ceux que je n'aime pas et qui me le rendent bien. Et, et c'est vrai, si vous voulez, que la langue est faite pour la différence. La langue est faite, est un défi au franchissement. Je vais vous donner un exemple qui me paraît intéressant, qui est un exemple que j'ai rencontré lors d'une recherche sur les petits-enfants et sur la façon dont les petits-enfants découvrent la distance et l'altérité. C'est une petite fille qui dit à sa maman, « Maman, la maîtresse nous a raconté une belle histoire. » Et la maîtresse dit à sa petite fille, « Oh ben, formidable, pardon, elle dit à sa maman, « Formidable, je t'écoute, raconte-moi ton histoire. » Et la petite fille commence l'histoire de la façon suivante. Elle lui dit, tu sais, alors que sa mère ne sait pas, il ne sait rien. Elle lui dit, tu sais, ils l'ont vu, alors ils l'ont suivi, et puis ils l'ont attrapé, et ils l'ont enfermé là-bas dedans. Heureusement, les autres, ils l'ont su, ils sont venus la délivrer, et ils l'ont épousée. Et la maman, elle a deux solutions. Soit elle lui dit, ma chérie, ton histoire est formidable, va donc regarder la télévision. Soit elle lui dit, ma chérie, c'est très gentil de m'avoir raconté cette histoire, mais je n'ai pas compris ce que tu as voulu me dire. Et je ne suis pas loin de penser qu'il y a deux types d'enfants. Il y a des enfants qui ont eu la chance qu'à un moment donné, leurs parents leur disent je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais je vais t'aider à te faire mieux comprendre. Et les parents qui font semblant d'avoir compris
et qui laissent passer cette occasion formidable de dire à leurs enfants, il m'importe de te comprendre, rien ne m'importe plus que de te comprendre, je brûle de te comprendre et je vais t'aider à te faire comprendre de moi et des autres. Et cette découverte par l'enfant de la distance, ma mère avec laquelle j'ai autant de proximité, avec laquelle je suis en fusion affective absolue, ma mère, ça n'est pas moi. Son intelligence n'est pas la mienne. J'ai dans ma tête des choses qui ne sont pas encore dans la sienne et la langue est faite justement pour faire passer dans la tête de ma mère ce qui n'est pas encore. Ce point essentiel, et je dis bien à tous les parents qui nous écoutent, c'est un point, et les grands-parents, c'est un point essentiel. À un moment donné, il faut faire accepter à l'enfant cet écartement linguistique et intellectuel sans pour autant mettre en cause l'amour qu'on lui porte et la proximité qu'on a avec lui. Un enfant à 1 an et demi, 2 ans, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est un enfant d'un peu plus de 3 ans. Un enfant, à ce moment-là, croit dur comme fer que tout ce qu'il a dans sa tête, c'est dans la tête de sa mère. Que tout ce qu'il y a dans la tête de sa mère, c'est dans sa tête à lui. Et que si on lui dit « je ne t'ai pas compris », alors c'est parce qu'on ne veut pas le comprendre. Et c'est pourquoi il faut gérer ce moment crucial avec énormément de soin. C'est à ce moment-là qu'on va effectivement lui montrer qu'il compte. Il compte, sa parole compte. Si on lui dit qu'on l'a compris alors qu'on ne l'a pas compris, c'est que sa parole ne compte pas. Et donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important et qui est aussi dans l'apprentissage propre au langage humain. Deuxième point qui me paraît utile et important à dire, c'est que la langue dans nos sociétés humaines est un instrument de résistance. C'est un instrument de résistance, la langue. Ce n'est pas juste un instrument de communication, c'est un instrument de résistance. La langue, c'est ce qui fait que nous allons pouvoir faire de nos enfants des résistants intellectuels. Et vous voyez à quel point ce que je dis là prend tout son sens aujourd'hui. Prend tout son sens aujourd'hui. Nos enfants et nos petits-enfants vivent et vivront dans un monde qui est un monde dangereux, vivent et vivront dans un monde où les guettes des manipulateurs, des recruteurs sans scrupules. Et si l'on n'apprend pas à nos enfants à travers la langue, c'est-à-dire si on ne leur donne pas suffisamment de maîtrise de la langue pour qu'ils puissent dire non quand il faut dire non, pour qu'ils puissent refuser en sachant pourquoi ils refusent, alors effectivement, nous ne nous appuierons pas sur le langage pour en faire cet élément de résistance qui est un élément absolument essentiel. Et cette langue que nous chérissons est une langue qui est le miroir même des inégalités. Savez-vous, par exemple, que à l'entrée au cours préparatoire, si vous faites comme nous l'avons fait, nous, il y a 2 ans maintenant, sur 1000 enfants entrant au cours préparatoire, nous avons demandé à ces enfants, à ces 1000 enfants, de façon individuelle, nous leur avons proposé 150 mots, choisis en termes de fréquence, donc plus ou moins fréquents, plus ou moins rares. Et à chaque fois, nous leur posions 3 questions. La première, c'est est-ce que tu connais ce mot? Est-ce que tu as déjà entendu? La deuxième, c'est est-ce que tu sais ce qu'il veut dire? La troisième, c'est est-ce que tu peux l'utiliser? Et on en a déduit comme ça. On est parti de là et on a fait une catégorisation de ces enfants
en quintiles, c'est-à-dire en trois groupes cinq groupes, pardon, qui étaient 20%, 20%, 20%. Dans le groupe des plus démunis en matière de langage, ce groupe des plus démunis n'avait une connaissance que de 200 à 250 mots. C'est-à-dire quand on partait des mots qu'on leur avait proposés et qu'on extrapolait sur l'ensemble du vocabulaire, c'est-à-dire ceux qui, à leur âge, étaient environ de 2000 mots normal, en principe, ils avaient 250 mots. Les autres, ceux qui en avaient le plus, en avaient 8 fois plus. C'est-à-dire ils en avaient quasiment 1900-2000. Et donc, on voit, si vous voulez, que dès cette entrée au cours préparatoire, on a des enfants qui ont une différence, une disjonction des capacités lexicales qui est absolument incroyable. Et on ne dit pas le monde de la même façon quand on a 250 mots et quand on en a 2000. Et on n'apprend pas à lire de la même façon quand on a 250 mots et quand on en a 2000. Quand on a 250 mots, on est absolument incapable de comprendre, même si on sait déchiffrer, on ne comprend pas. Et il y a là une inégalité profonde, c'est une inégalité absolument terrible. Ces enfants au lexique si faible, aussi, je parlais dans un livre de ce lexique exsangue. Ces enfants au lexique exsangue sont des enfants qui ne pourront pas se défendre. Et cette capacité de résistance dont je parlais tout à l'heure leur sera interdite. Et donc, cette veille que nous avons à l'école comme dans la famille, pour nourrir nos enfants en matière linguistique, notamment au niveau du vocabulaire, mais aussi évidemment au niveau de l'organisation des mots dans les phrases, etc. Cette question-là est une question qui doit nous obséder. À langue faible, esprit faible. À esprit faible, vulnérabilité. C'est-à-dire que cette chaîne qui est pas assez de mots, pas assez de langue organisée, donc une pensée qui ne s'affirme pas, qui n'affirme pas son intention, mais qui ne sait pas résister, c'est-à-dire qui ne sait pas trier le vrai du faux, cette langue-là, cette langue-là affaiblie et cette pensée affaiblie fait de ces enfants des enfants vulnérables. Et ces enfants vulnérables sont des enfants qui, effectivement, seront manipulés. Donc, la question de la langue est au cœur même aujourd'hui de cette manipulation, notamment sur les réseaux sociaux, d'enfants qui vont petit à petit se laisser avoir parce que, en dehors de toutes les déceptions qu'ils peuvent avoir, il y aura cette incapacité à dénouer le fil des choses vraies et des choses fausses, à cette incapacité de repousser les propositions indécentes. Et en plus, évidemment, ça peut entraîner cette propension au passage à l'acte et à la violence. Parce que lorsqu'un enfant n'a pas les mots pour dire ce qu'il pense, lorsqu'il n'est pas capable de laisser une trace pacifique par le biais du langage et de l'écriture. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur l'écriture tout à l'heure, cet espoir désespéré. Lorsqu'il n'est pas capable de laisser cette trace de lui-même, alors il sera tenté de laisser une autre trace de lui-même. Cette trace, ça sera l'insulte, ça sera la meurtrissure, ça sera le meurtre. Et donc, si vous voulez, le langage est fait pour différer le passage à l'acte. Le langage est fait pour privilégier les mots plutôt que les coups. Le langage est fait pour faire en sorte que
on respecte cette loi humaine qui est que le plus vulnérable n'est pas celui qu'on massacre. Le plus vulnérable est celui que l'on sauve. Et donc, ce sauvetage, il suppose que la parole entre en jeu, que cette parole permette de consoler, que cette parole permette de guérir, que cette parole permette de mettre en dehors de l'immédiateté le passage à l'acte. Et donc là, il y a, me semble-t-il, quelque chose d'important qu'il faut que l'on, qui demanderait beaucoup de beaucoup de discussions, mais encore une fois, nous n'avons pas le temps de le faire. Mais retenons quand même cette idée selon laquelle la capacité de repousser l'envie de meurtrir et de tuer passe souvent et peut passer par, peut-être différer en tout cas, par la prise de parole et la volonté d'être compris par l'autre. Il y a là, je crois, quelque chose qui est important, que j'ai toujours défendu. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire que parce qu'on parle, on ne va pas tuer, que parce qu'on parle, on ne va pas meurtrir. Ça veut dire tout simplement qu'on donne une chance à la parole. On donne une chance à la parole et que le temps que l'on prend à l'explication, hein, j'explique au lieu de passer à l'acte, est une chance de finalement ne pas passer à l'acte. La question, et la dernière question, est la suivante, et je terminerai par là. Il est clair, si vous voulez, que j'ai passé maintenant presque 1h30 à vous parler de la langue, à vous dire combien elle était outil de création, combien elle permettait de fabriquer une intelligence collective, combien elle permettait de privilégier l'explication sur la violence, combien elle nous permettait aussi, elle permettait à nos enfants notamment, mais aussi à nous-mêmes de nous défendre contre l'illogisme, contre le mensonge et la manipulation. Combien cette langue était capable de la démonstration, de l'explication même du monde, combien elle était aussi capable de créer des représentations extraordinaires par la poésie. J'ai voulu insister sur cette capacité inouïe de la langue de faire de nous des créateurs et non pas des créatures. Et vous vous dites peut-être finalement, mais vous vous trompez de combat, monsieur Bentolila. Le combat n'est pas le combat de la langue. Et vous voyez bien que mon combat n'était pas un combat normatif. Je n'ai pas dénoncé les imparfaits du subjonctif mal fagoté. Je n'ai pas dénoncé les fautes de syntaxe, de lexique, etc. de certains. Non, non, non. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de faire en sorte que nos enfants soient capables effectivement de porter leur pensée vers l'intelligence d'un autre au plus juste de leurs intentions et de recevoir la pensée d'un autre avec autant de respect et de volonté de le comprendre que possible, mais aussi avec beaucoup de vigilance. C'est cela que j'ai voulu mettre en avant et non pas les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire, encore que je déteste les fautes d'orthographe ou les fautes de grammaire. Mais ça n'était pas mon propos. Donc vous pourriez me dire, mais finalement, c'est pas la langue qui est importante. L'important, c'est que notre planète va mal. L'important, c'est que nous allons laisser à nos enfants une planète qui ne sera plus vivable. Certes, c'est très important. Évidemment que c'est important. Mais à quoi bon se battre pour léguer à ceux qui arrivent une planète vivable
si leurs esprits, privés de mémoire collective, de langage maîtrisé et du désir d'apprendre et de comprendre, sont condamnés à errer dans un désert glacial et silencieux, un désert culturel et spirituel. En gros, se battre pour la pérennité de la planète, bien sûr, c'est essentiel, mais si on se bat pour, en gros, l'écologie, il faut aussi savoir que léguer à des enfants, à nos enfants, une planète qui leur permette de vivre, doit nous interroger sur ce qu'on leur lègue pour que cette vie se fasse. Et donc, nous avons cette nécessité de faire en sorte que nous puissions avoir une perspective qui est une perspective de faire passer un peu de nos esprits à nos enfants. Il faut que, par ce langage, nous puissions effectivement faire en sorte que nos enfants soient ce que nous espérons, c'est-à-dire puissent ensemble se comprendre, puissent ensemble innover, puissent ensemble proposer, puissent ensemble se respecter les uns des autres. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà, je vais m'arrêter là, hein, je crois qu'il est quasiment 9 heures. Désolé de ces difficultés techniques qui nous ont un petit peu perturbés, et vous et moi, mais je vous promets de faire en sorte que nous ayons un rendez-vous dans un futur proche qui me permettra d'aller plus loin et de poursuivre et de vous dire un certain nombre de choses que je n'ai pas eu le temps de vous dire aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté, cher Gérard. Oui, merci à toi, Alain. Merci beaucoup de cet exposé. On va essayer de passer un peu de temps avec quelques questions, mais en effet, on va tâcher de te réinviter pour pouvoir poursuivre avec toi. En effet, on va essayer de prévoir cette chose-là. Ce sont les aléas de la technique et de la situation dans laquelle nous vivons en ce moment. Tout le monde sait que ce n'est pas simple et ça exige beaucoup de patience des uns et des autres et aussi de compréhension. Et c'est parfois douloureux. Je t'écoute et évidemment, il y a deux, avant de donner la parole aux questions qui se sont affichées là, en t'écoutant et il y a plusieurs choses qui me viennent en réaction comme ça, ou en rebond. D'abord, c'est exactement tu as la position qui est aussi celle de la Renaissance, mais tu as la position exactement anti-augustinienne, on va dire. Oui, c'est vrai. Augustin disait que la créature ne crée pas. Et toi, tu dis que c'est l'inverse. C'est que justement, l'homme est capable de création. Et je pense qu'en effet, c'est exactement ce basculement-là que raconte magnifiquement, que décrit magnifiquement Erwin Panofsky en art, et dans un texte qu'il avait intitulé L'artiste, le savant et le génie, et où justement il pointait ce moment-là, ce moment de la Renaissance où se renverse en fait la sentence augustinienne. Et pour l'Europe en tout cas, c'est aussi le moment où, c'est aussi la période et le moment où Zweig dit, là on l'attribue à Erasme, mais qu'est-ce que l'Europe comme je dirais presque comme moment messianique dans la culture humaine et où l'homme se prend en main dans son autonomie bien avant
Kant, en tout cas que ces linéaments sont affichés, et que c'est à la fois un appel à la responsabilité autant qu'à la création. Et c'est de ce dont tu parles, toi. Alors, tu es un homme de la Renaissance comme chacun d'entre nous, au fond, ce qu'on ne sait pas de nous. On l'ignore de nous-mêmes, que nous sommes des gens de la Renaissance. Alors, si je te dis ça, c'est parce que, en même temps, je voudrais t'interroger. J'ai vu qu'il y avait des remarques qui étaient un peu en écho avec ça. C'est-à-dire que la société aujourd'hui, telle qu'elle se présente, dans un certain nombre de ces affaissements ou effondrements, ne tire pas ou n'appelle pas à une aspiration vers cette langue libératrice, cette langue de résistance. Ça, c'est notre travail de parents ou d'éducateurs. Mais il n'y a pas le relais, je dirais, sociétal derrière nous. On n'est plus épaulé par ça. Au contraire, il me semble assister à un effondrement des langues contemporaines par l'anomie lexicale et par un ensemble de formules, y compris métaphoriques. C'est George Orwell qui parlait des métaphores faisandées de la langue politique, en particulier dans l'après-guerre. Alors, je voudrais avoir, je sais que tu l'as évoqué, puisque je t'ai lu, mais je voudrais avoir un peu ton sentiment sur la situation de la langue, de la doxa publique aujourd'hui. Je vais tout à fait dans le sens que tu indiques, Gérard, c'est qu'effectivement, alors que la langue nous invite à la création, alors qu'elle nous invite à l'étrange, à l'incongru, au bizarre, à l'inattendu, elle est utilisée dans la plupart des cas, et notamment dans le langage public, pour le conformisme et la soumission. Et effectivement, si la langue est un don de qui que ce soit, don de Dieu ou pas, conquête de l'homme, peu importe, mais en tout cas, ce qu'on lui doit, c'est d'aller le... J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit en fait, chaque fois que l'on parle, on espère l'inédit. Chaque fois qu'on parle, on espère l'inédit, alors que la plupart du temps, on parle pour le banal et le trivial. Donc, c'est vrai que cette langue, notamment la langue politique, est une langue qui se contente de peu parce qu'elle n'a pour ses auditeurs que mépris. Cette langue politique est une langue qui, portée par des coachs obséquieux, va limiter à 800 mots, et je n'invente rien, je l'ai vu, je l'ai entendu auprès d'un certain nombre de responsables politiques que j'ai pu fréquenter. Cette langue est une langue qui s'appauvrit parce que on doute de la capacité des auditeurs à en comprendre les nuances et la richesse. Cette langue s'ébahit devant des innovations bidons. Cette langue s'ébahit devant des créations qui sont des créations. J'ai parlé un jour, en parlant des créations de la langue des quartiers, de baudruche sémantique, c'est-à-dire de ballons. Les mots sont des ballons gonflés à l'extrême et qui sont portés par tous les vents contextuels et qui veulent dire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut bien se dire, puisque je parle de la langue des quartiers, restons 2 secondes là-dessus. Il faut bien se dire que cette langue des quartiers, que les dictionnaires à la mode pillent à qui mieux mieux, est une langue
qui se contentent de 400 ou 500 mots, et ces 400 ou 500 mots ferment à double tour la langue des ghettos. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que les innovations cachent mal l'extrême pénurie dans laquelle vivent un certain nombre des enfants de ce pays. Et je dis bien des enfants de ce pays. Les enfants de ce pays, ils ont le droit au meilleur de la langue, ils ont le droit à la capacité de ne pas se laisser emporter par tout et n'importe quoi. Ils ont le droit de porter leur propre pensée et d'avoir le pouvoir de la porter vers les autres. Et donc, si tu veux, la question effectivement de la façon dont on se sert de la langue aujourd'hui, la façon dont elle est maltraitée, encore une fois, je ne parle pas des fautes, je parle simplement de l'impuissance. Ce qui m'importe, c'est que 20% des enfants de ce pays sont impuissants linguistiquement. Voilà, c'est ça la chose qui me paraît extrêmement importante. Et je sais que j'ai à l'écoute aujourd'hui un certain nombre d'enseignants, ils savent de quoi je parle. Ils savent combien tout le monde compte sur les enseignants pour faire en sorte que on donne le meilleur de la langue à ses élèves. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Alors là, merci de cette réponse et puis merci de tes expressions. Je vois et j'abonde dans le sens de quelqu'un qui a dit merci de dénoncer l'impuissance linguistique. C'est une belle expression, oui, en effet. La deuxième question, puis après on va voir ce que tes auditeurs ont essayé d'interpeller ou de compléter ou d'interroger. C'est à propos de cette folie par ailleurs qui n'est plus celle de la domestication, qui a l'air d'être celle de la revendication, qui à mon avis est pas moins grave, mais c'est celle sur les questions de genre, c'est l'écriture inclusive, c'est une langue dont, de façon un peu empirique, mais qui me semble vouloir tellement inscrire l'adéquation de la chose à la langue, comme c'est-à-dire ce que tu désignais comme le signal ou comme la langue animale par rapport justement au langage humain, comme une inspiration, je dirais, à la psychose, si tant est que la définition de la psychose aussi, c'est l'écrasement de toutes les possibilités de métaphore sur la réalité. Et il y a un courant qui se veut et qui se croit et qui s'exalte de lui-même d'être révolutionnaire ou rebelle et qui a une revendication dans la langue qui est pas libératrice. Tu as parfaitement raison. C'est vrai, si tu veux, que nous assistons aujourd'hui à une chosification de la langue qui est absolument incroyable. Et l'exemple que tu donnais, et qui est l'exemple du genre, on accuse le français d'être sexiste. Tout simplement parce que ceux qui profèrent de telles accusations sont incapables de faire la différence entre ce qui est un genre et ce qui est un sexe. Et ça, même si parfois sexe et genre se croisent dans le concierge, la concierge, c'est-à-dire les épicènes, même si dans l'immense majorité des cas, le genre n'a rien à voir avec le sexe. Le plafond et la fenêtre n'ont pas demandé à être sexués. On a décidé en français, qui est une des rares langues qui répartit les noms en genres différents, on a demandé en français à ce que effectivement les noms se répartissent, se distribuent en deux grands ensembles,
l'un qui entraîne des modifications morphologiques, là, le, ce, cette, etc., petit, petite, etc., l'autre qui ne les a pas. Et ça sert tout simplement à savoir que la petite chambre, c'est petit qui va avec chambre et non pas le nom qui suivra, etc. Cette idée, si vous voulez, selon laquelle on a genre et sexe se confondent et que c'est parce que genre et sexe se confondent qu'on accuse la langue de sexisme, parce que dans le cas où un adjectif se rapporte à deux noms, l'un féminin, l'autre masculin, et alors là, c'est ce qui fait hurler toutes les féministes du monde et les féministes de salon, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, c'est vrai que la phrase est plutôt mal choisie, mais c'est le genre masculin qui l'emporte sur le genre féminin. Eût-on fait le contraire, que ça n'aurait rien changé à la langue. La langue, si on avait dit à la langue, eh ben, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin, c'est très bien. Mais il faut comprendre que ce mélange entre sexe et genre est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on confond ce que les mots portent et le concret des choses. Or, quand on regarde ce qu'est une langue et la construction d'une langue, ça a été le combat incessant pour distinguer ce qui était de l'ordre de la réalité et ce qui était de l'ordre de la pensée. La langue pense le monde. Et par conséquent, cette régression-là est une régression qui fait que nous refusons au langage sa capacité formidable, qui est cette capacité effectivement d'abstraction. Quand je dis même des choses extrêmes, sans aller vers le concept, mais quand je dis arbre, ça n'est pas un arbre particulier que je désigne, c'est tous les arbres de la terre, dans leur immense diversité. Et par conséquent, la langue est conceptuelle, elle n'est pas désignatrice, ça n'est pas un geste, ce n'est pas un geste qui pointe vers un objet du monde. Voilà, donc effectivement, bon, là-dessus, et moi je me suis beaucoup exprimé sur cette question du sexisme de la langue française en disant à quel point j'étais navré. J'étais navré à la fois de l'ignorance et du parti pris qu'il y avait là-dessus. Bon, merci de ces... Tu sais, juste un exemple qui va te plaire. Hein, la mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Et où est eux? Voilà ce que c'est que la langue. C'est-à-dire, hein, et là, pour le coup, il ne s'agit pas de sexe. J'allais dire, il ne s'agit pas de sexe. S'il s'agit aussi de sexe, il peut s'agir de sexe. Il peut aussi s'agir d'une malédiction. Oui. Alors, c'est très joli. On va écouter un petit peu les remarques qui sont venues de la part des gens qui t'écoutaient. Et alors, il y en a une qui vient de Hélène GB, pardon de la présenter comme elle est intitulée là. Elle interpelle, en effet, la question des traumatismes subis via la langue chez l'enfant. Oui. Alors, parce qu'elle pensait que c'était, cette interpellation venait au moment où tu donnais l'exemple de l'enfant qui s'exprimait mal, au sens n'était pas très clair, et dont l'adulte ou le parent, la mère ou autre, était alors, je comprends très bien. Lui demander de s'exprimer, davantage, soit de nier l'intérêt de la langue en disant j'ai tout compris. Voilà. Alors, j'ai répondu par deux éléments à deux moments différents. La première, c'est que j'ai dit bravo
bravo au petit qui a dit nous allerons. J'ai dit bravo, bravo, très bien, parce que tu es un conquérant. Tu es un conquérant. Tu n'es pas un imitateur, tu es un conquérant. Tu as fait preuve d'une formidable intelligence. Tu es comme moi, un linguiste en herbe qui est capable de décrypter les régularités des systèmes. Formidable, génial, formidable. Sauf que je lui dis, attends, ok, bravo, mais, manque de bol, manque de bol. Pour ce coup-là, tu as tout faux. Et donc, on va lui dire ça gentiment, on va lui montrer qu'il a raison dans tout le reste du paradigme, mais que là, ça ne marche pas comme ça et que ça peut arriver de temps en temps que la régularité se brise sur l'exception. Très bien. Donc, mais j'ai dit bravo, j'ai commencé par dire bravo. À la petite fille qui laissait dans l'incertitude absolue sa mère sur l'identité des personnages de son histoire, j'ai appelé au devoir d'explicitation, c'est-à-dire sa mère lui dit je t'aime, je suis très reconnaissante de m'avoir raconté une histoire, mais je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, et je te dis ça non pas parce que je ne veux pas te comprendre, je te dis ça parce que je brûle de te comprendre. Et à ce moment-là, elle va lui expliquer, elle va lui dire, mais tu sais, moi, je n'étais pas là quand la maîtresse t'a raconté l'histoire. Je n'étais pas là. Donc, comme je n'étais pas là, je ne peux pas savoir qui a vu, qui a poursuivi, qui a enfermé, qui est où et qui est venu délivrer qui et qui a épousé qui. Je ne peux pas le savoir et je m'en remets à toi pour que tu me le dises. Vous voyez, c'est cette intervention tranquille, pas tranchante, mais tranquille, que je conseille aux parents en leur disant prenez le temps, prenez le temps. Alors évidemment, pour prendre le temps, mes amis, il ne faut pas avoir l'écran d'ordinateur qui vous prennent la tête et les yeux. Il est clair, si vous voulez, qu'il faut pouvoir regarder son enfant dans les yeux, prendre le temps de lui expliquer les choses de façon simple et claire, de l'inviter à l'effort, pas de le contraindre à l'effort, de l'inviter à l'effort et de lui montrer à quel point, quand enfin il dira que c'est les méchants lutins qui ont suivi la belle princesse, qui l'ont attrapée enfermée dans une caverne profonde et que fort heureusement le prince et le roi sont venus la délivrer et que c'est le prince qui l'a épousée, il a gagné quelque chose. C'est ça la chose importante, oui. C'est ça la clé même de l'apprentissage du langage, elle est dans cette capacité que nous avons, nous adultes, de dire à un enfant, je vais t'aider non pas parce que c'est plus joli, mais parce que tu vas être plus fort. C'est ça la chose importante. Très pertinent ça. Autre question, quelqu'un, Paul Ventola, t'interpelle sur la question du bilinguisme. Sur quoi? Bilinguisme, quelqu'un qui est entre deux langues ou qui a deux langues. Ah, du bilinguisme, oui, bien sûr. Mon beau-père, qui est quelqu'un qui a échappé à la maison, enfin, l'un des rares qui a échappé à la maison d'Isieux, parlait 5 langues. Et il ne les a pas appris à 2 ans. Il les a appris à 14 ans, quand il s'est échappé d'Isieux et qu'il a appris dans la foulée le français, parce qu'autrement il se serait fait attraper et il aurait fini comme ses parents à Auschwitz. Il a appris l'espagnol parce que dans le camp où il était, il avait à parler avec des réfugiés espagnols. Il a appris l'anglais parce qu'il voulait absolument aller aux États-Unis.
le multilinguisme est une acquisition qui se fait parce qu'on sait pourquoi on acquiert ces langues. Le problème de tous les enfants qui n'arrivent pas à apprendre l'anglais dans nos écoles, c'est tout simplement parce qu'ils ne voient pas très bien pourquoi. Si on leur donnait un motif de maîtriser une langue nouvelle, ils le feraient très volontiers. Cela étant, le bilinguisme est une richesse formidable. Il doit être motivé, mais il faut se dire aussi que ça n'est pas aussi simple que ça pour un petit enfant qui se trouve dans une famille bilingue de pouvoir accéder à la maîtrise des deux langues. Et là, il y a vraiment quelque chose d'important à se mettre en tête. Quand un enfant a la chance d'avoir deux parents qui parlent chacun une langue différente, mais évidemment qui peuvent communiquer dans l'une et l'autre langue, il faut lui donner des repères très stricts qui lui permettront de savoir qui parle quoi et quand on parle quoi. Sans quoi ces deux systèmes risquent de rentrer en rivalité structurale, vraiment en rivalité structurale, et que cet enfant qui est en train de chercher les régularités, vous voyez, un enfant qui apprend à parler est un enfant qui cherche les régularités du système. Et chaque fois qu'il trouve les régularités du système, il fait un bond en avant. C'est comme ça qu'il apprend à parler. C'est pas, si un enfant se contentait d'imiter ce qu'il entend, il lui faudrait toute une vie n'y suffirait pas. Parce que, qu'il passerait son temps, c'est pas ça. Un enfant, il comprend comment ça marche, et à partir du moment où il comprend comment ça marche, il avance, il avance, il avance. Bon. Et donc, comme il est tout entier porté à la régularité des systèmes, chercher la régularité de deux systèmes, c'est difficile. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger tout l'intérêt des familles bilingues. C'est intéressant, à condition qu'on lui fasse bien faire la différence entre les deux systèmes et que son intelligence soit motivée pour l'un et motivée pour l'autre, mais pas en même temps. Et surtout que ces langues ne s'entrechoquent pas. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Bon, ben, d'une certaine façon, tu réponds aussi, en tout cas au moins partiellement, Ouais, à une autre question qui était celle de Marie-Gabrielle, ouais. qui disait que si la langue pense le monde, alors quoi de mes petits-enfants bilingues et pour les uns et trilingues pour les autres? Non, la France ne pense, la langue ne pense pas le monde. La langue permet de penser le monde. Mais une langue, le français ne pense pas le monde d'une façon différente d'une autre langue. Hein, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand on discutait. Oui. Le français ne porte pas une destinée particulière dans la pensée universelle. Non. Mais Alors, il y a quelqu'un qui avait posé, aussi une question à propos de la langue, la richesse intellectuelle du peuple allemand pendant la guerre n'a pas empêché le meurtre. Mais par contre, la façon dont le nazisme a mais, saccagé la langue allemande, il suffit de relire au moins à mais tu minima sais, Klemperer sur la langue du Troisième Reich, montre bien l'enjeu de la langue pour oui, pouvoir domestiquer, mobiliser les gens et tuer. mais évidemment, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le meilleur et le pire. Bien sûr. Et c'est parce que, mais comprenons-nous bien, la chance nous est donnée parce que la langue porte le meilleur et le pire de choisir le meilleur. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ah, tu parles C'est comme dans le parce que, Deutéronome. tu vois, c'est parce que la langue porte le meilleur et le pire qu'elle nous permet de choisir le meilleur. Elle ne nous impose rien. Et quand on choisit le meilleur, eh bien, c'est notre choix. Donc, il faut bien comprendre. Il ne faut pas faire porter à la langue une responsabilité qu'elle n'a pas. Elle l'ouvre. Ainsi, Dieu a créé la langue. Il l'a créée comme en disant à l'homme, faisons le meilleur. Faisons le meilleur. Et par
par ce don formidable, il lui a ouvert toutes les portes de l'intelligence, et notamment de l'intelligence collective. Moi, je ne crois pas, pour anticiper sur une prochaine conférence, mais je ne crois pas à la fatalité de la punition de Dieu dans la tour de Babel, pas du tout. Je ne pense pas, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire en un Dieu jaloux qui punit les hommes parce qu'ils ont fait usage du plus beau cadeau qu'il leur aurait fait. Voilà. Ou Dieu n'a pas donné le verbe à l'homme, ou bien s'il lui a donné le verbe, alors il lui a aussi donné la liberté de s'en servir. L'exégèse de la tour de Babel par la plupart des rabbins est une exégèse qui ne me convient pas. Voilà. Alors, c'est une bonne façon de terminer cette soirée.